En janvier 1960, la République de Guinée, jeune nation indépendante depuis seulement 12 ans, se réveillait sous une tension palpable. Une tentative de coup d'État, connue sous le nom d'Opération Persil, visait à renverser le régime de Sékou Touré, figure emblématique de l'indépendance. Cet événement marquant allait plonger le pays dans une période de répression et d'isolement, laissant des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Le président Touré, fervent partisan du panafricanisme et d'une Guinée socialiste, était au pouvoir depuis l'indépendance en 1958. Son régime, autoritaire et centralisé, avait suscité des mécontentements au sein de certaines franges de la population, notamment parmi les opposants politiques et les groupes ethniques marginalisés. L'opération Persil, mal préparée et finalement avortée, offrit un prétexte au régime pour renforcer son emprise sur le pays. La réaction de Sékou Touré fut brutale et sans merci, plongeant la Guinée dans une spirale de violence et de suspicion. Cet épisode tragique de l'histoire guinéenne met en lumière les tensions et les contradictions qui traversèrent le pays au lendemain des indépendances. L'opération Persil était le fruit d'une alliance fragile entre des forces extérieures et des éléments guinéens exilés, unis par leur hostilité envers le régime de Sékou Touré. Parmi les acteurs étrangers, on soupçonnait la France, ancienne puissance coloniale, et le Portugal, qui luttait contre les mouvements indépendantistes en Guinée-Bissau voisine. Ces pays voyaient d'un mauvais œil le rapprochement de Touré avec le bloc soviétique et sa politique socialiste. La mainmise de la Guinée sur d'importantes ressources naturelles, notamment la bauxite, attisait également les convoitises. Du côté guinéen, les opposants au régime de Sékou Touré étaient issus de divers horizons. On y trouvait d'anciens dignitaires du régime déchu, des intellectuels critiques du virage autoritaire et des représentants de groupes ethniques marginalisés par la politique de centralisation. Ces opposants, souvent en exil dans les pays voisins, espéraient profiter de l'opération pour renverser Touré et mettre en place un régime plus favorable à leurs intérêts. La tentative de coup d'État, mal coordonnée et manquant de soutien populaire, échoua rapidement. La réaction de Sékou Touré à l'opération Persil fut d'une violence inouïe. Le régime exploita la tentative de coup d'État pour justifier une répression systématique contre toute forme d'opposition réelle ou supposée. Le Parti démocratique de Guinée, parti unique au pouvoir, devint l'instrument de cette répression. Les forces de sécurité, omniprésentes, procédèrent à des arrestations massives. Les prisons du pays, notamment la tristement célèbre prison du camp Boiro, se remplirent d'opposants politiques, de militaires suspectés de complicité, d'intellectuels critiques et de simples citoyens accusés de trahison. Les procès, souvent expéditifs et iniques, se soldaient par des condamnations à mort ou à de lourdes peines de prison. La torture et les exécutions sommaires devinrent monnaie courante, plongeant le pays dans une atmosphère de terreur. Au lendemain de l'opération Persil, la Guinée s'enfonça dans un climat de suspicion généralisée. Le régime de Sékou Touré, paranoïaque, voyait des ennemis partout. Un vaste appareil de surveillance fut mis en place pour contrôler la population et débusquer les complices supposés du coup d'État. Le Parti démocratique de Guinée, omniprésent, devint le principal instrument de cette surveillance. Des comités révolutionnaires furent créés dans les quartiers et les villages pour surveiller les habitants et dénoncer les éléments suspects. La milice populaire, bras armés du parti, semait la terreur au sein de la population. La liberté d'expression fut muselée, les médias contrôlés par l'État diffusant la propagande du régime. Les rassemblements publics furent interdits et toute forme de dissidence sévèrement réprimée.